Septembre 1944, forêt de Lunéville, France. Le bruit précède la mort. Le commandant de chars allemand, Erich Müller, l'entend d'abord comme un murmure lointain. Puis, en quelques secondes, cela devient un hurlement. Ce n'est pas le grondement sourd et métallique d'un panthère ou d'un tigre. C'est un hurlement aigu, presque une plainte de sirène. Il colle son œil à la lunette de son véhicule. Ce qu'il voit lui glace le sang. Une silhouette basse, presque vulgaire, dévale un talus à une vitesse qu'il pensait impossible pour un véhicule blindé. Elle est trop rapide, bien trop rapide. En Allemagne, on leur a parlé d'un mur d'acier. On leur a promis des tigres invincibles, des Panthers aux blindages inclinés que les obus américains ne pourraient jamais pénétrer. On leur a appris que les Sherman ennemis brûlaient comme des torches. Mais on ne leur a jamais parlé de ça. Cet engin ne respecte pas les règles de la guerre blindée. Il ne charge pas frontalement comme un croiseur de bataille. Il danse, il court sur les flancs, il crée la panique dans les rangs allemands. C'est le M18 L4. Et pour le Panzer allemand, il représente bien plus qu'un char. Il représente la faillite d'une doctrine. 1941, Washington. Le Pentagone est en ébullition. Les chars allemands viennent de traverser l'Europe en 10 semaines. En Pologne, en France, partout, la même terreur, des dizaines de milliers de tonnes d'acier qui fondent sur les lignes alliées. Les généraux américains regardent les rapports et comprennent une chose. Leur armée n'a rien pour arrêter ça. Jusqu'ici, la doctrine américaine est simple. Les chars, ils sont faits pour accompagner l'infanterie, pour percer des bunkers, pour franchir des tranchées, pas pour chasser d'autres chars. Contre les panzers, normalement, c'est l'artillerie qui doit faire le travail. Mais l'artillerie, c'est lent, c'est lourd. Une division blindée allemande peut faire 60 km en une journée. Un canon tracté, lui, il lui faut des heures pour se mettre en batterie. Le temps que les artilleurs déploient leurs pièces, les panzers sont déjà loin. Ils sont déjà en train d'encercler les fantassins. Alors l'armée américaine prend une décision radicale. Elle va créer une arme entièrement nouvelle, une force dédiée à une seule mission, trouver les chars ennemis, foncer sur eux et les détruire. On les appellera les tank destroyers, les chasseurs de chars. L'homme derrière cette idée s'appelle le général Leslie McNair. C'est un artilleur de formation. Il connaît la puissance du feu, mais il sait aussi que face au blitzkrieg, il faut de la mobilité. Sa vision est simple. Les chasseurs de chars ne doivent pas être des forteresses d'acier, ils doivent être des guépards, légers, rapides, avec un canon capable de traverser n'importe quel blindage. La doctrine est claire. Seek, strike, destroy. Cherche, frappe, détruit. Pas de combat d'usure, pas de ligne de front statique. Les tank destroyers doivent rester en réserve, puis bondir comme des prédateurs là où l'ennemi concentre ses attaques. McNair va même plus loin. Il impose un slogan à ses nouvelles unités, un slogan qui va devenir leur marque de fabrique. They will fight with mobility and firepower, not with armor. Ils se battront avec la mobilité et la puissance de feu, pas avec le blindage. C'est un pari risqué. À l'époque, tout le monde croit qu'un char doit être protégé pour survivre. McNair, lui, pense l'inverse. Il parie que la vitesse est la meilleure des armures, que si tu te déplaces assez vite, l'ennemi ne peut pas te toucher. En 1941, l'armée américaine commande ses premiers chasseurs de chars. Le M10 Wolverine d'abord, sur un châssis de Sherman. Mais McNair n'est pas satisfait. Le Wolverine est trop lent, il veut plus. Il veut le véhicule blindé le plus rapide jamais construit. La commande part chez Buick, la division automobile de General Motors. Les ingénieurs reçoivent une concession simple. Concevez un chasseur de chars qui roule à 90 km/h sur route, une vitesse inouïe pour l'époque. Aujourd'hui encore, c'est rapide pour un blindé. Pour y parvenir, ils doivent tout repenser. Pas de châssis de char existant, pas de compromis. Le M18 sera une création originale, un moteur Continental R975 de 400 chevaux. Une transmission automatique Torquematic, une première sur un véhicule militaire. Un poids contenu à 17,7 tonnes. C'est 2 fois moins lourd qu'un Panther allemand. Mais cette légèreté a un prix. Le blindage du M18 est ridicule. 25 mm à l'avant, 13 mm sur les côtés. Pour vous donner une idée, une simple mitrailleuse lourde peut le traverser à courte distance. Un obus de canon anti-char, n'importe lequel, le transperce comme du papier. McNair le sait. Il l'accepte.
parce que le M18 a un autre atout, son canon. Un M1 de 76 mm, le même que sur les derniers Sherman. À sa sortie, il peut percer 146 mm d'acier à 500 mètres avec un obus standard, assez pour détruire un Panzer IV, pas assez pour un Tigre ou un Panther de face. C'est le problème fondamental du chasseur de chars américain. Sa doctrine dit qu'il doit foncer sur l'ennemi, mais son canon dit qu'il ne peut pas le faire frontalement. Il y a une contradiction, une faille, et les Allemands vont l'exploiter. Mais tout cela, en 1944, les équipages ne le savent pas encore. Eux, ils viennent de toucher terre en Normandie. Ils ont lu les manuels, ils ont appris les tactiques, ils croient en leur vitesse, ils croient en leur doctrine. Ils vont découvrir la vérité dans les haies du bocage. 25 juillet 1944, Saint-Lô, Normandie, 9h38. Le capitaine allemand, Richard von Rosen, commandant un bataillon de Panthers de la Panzerlehr, vient de recevoir un ordre qu'il sait impossible. Contre-attaquer immédiatement pour reprendre le village de Le Mesnil-Hermann. Ses hommes sont épuisés. Il ne lui reste que 12 chars en état de combattre. Mais l'officier du quartier général est formel. Les Américains viennent de percer. Von Rosen aligne ses Panthers sur la crête. Il scrute l'horizon avec ses jumelles. Et là, il voit un spectacle qui le marquera pour toujours. Des dizaines de blindés américains dévalent les pentes. Pas en ligne, pas en formation serrée. Ils foncent en ordre dispersé, zigzagant entre les cratères d'obus. À leur tête, des silhouettes basses qu'il ne reconnaît pas. Pas des Sherman. Plus petits, plus rapides. Beaucoup plus rapides. Ce sont les M18 Hellcat du 705e bataillon de chasseurs de chars. Ils viennent de parcourir 15 km en moins de 20 minutes. Pour von Rosen, c'est une insulte à la guerre blindée. Son Panther pousse un hurlement métallique. Le 75 mm longue portée, le canon qui terrifie les équipages alliés depuis des mois. L'obus file, il frappe. Mais le Hellcat n'explose pas. Il continue d'avancer. Un second obus, un troisième. Von Rosen est sidéré. À cette distance, son canon devrait traverser n'importe quoi. Mais le Hellcat est trop rapide. Il n'est jamais au même endroit. Le commandant américain, lui, a reçu des ordres simples. Ne pas s'arrêter, ne pas tirer tant qu'on n'est pas à moins de 500 mètres. Foncez. Les Hellcats plongent dans les intervalles entre les Panthers. Ils ne chargent pas frontalement. Ils débordent. Les artilleurs allemands, habitués à viser des cibles lentes, n'arrivent pas à suivre. Un Hellcat passe à 300 mètres du char de von Rosen. Le canon de 76 mm américain crache son obus. Il frappe le Panther à la jonction entre la tourelle et le châssis. La pénétration est nette. Von Rosen doit évacuer son char en flammes. En quelques minutes, 7 de ces 12 Panthers sont détruits. Les Hellcats, eux, ont disparu aussi vite qu'ils sont venus. Ce jour-là, von Rosen comprend une vérité que l'état-major allemand mettra des semaines à accepter. Les Américains ont changé les règles. Mais pour comprendre comment les chasseurs de chars sont passés de la théorie à cette réalité cauchemardesque, il faut revenir quelques semaines en arrière. Au moment où ils ont débarqué sur les plages de Normandie, et où tout a failli s'arrêter avant même d'avoir commencé. Le 6 juin 1944, les premiers bataillons de Tank Destroyers débarquent sur Utah Beach et Omaha Beach. M10 Wolverine, M18 Hellcat et bientôt M36 Jackson. Ils débarquent avec leurs équipages, leur doctrine et leur certitude. Ils vont très vite les perdre toutes. Le bocage normand n'est pas le terrain de la guerre de mouvement. Ce sont des milliers de petites parcelles, chacune entourée de haies vieilles de plusieurs siècles, des talus de 2 mètres de haut, épais de parfois 1 mètre, enchevêtrements de racines, de ronces et de pierres. Les Allemands appellent ça bocage. Les Américains, eux, l'appellent simplement l'enfer. Pour un tank destroyer, le bocage est une catastrophe. La vitesse, leur principale protection, devient inutile. Les chemins sont étroits, les champs exigus. Les Hellcats et les Wolverines ne peuvent pas foncer. Ils sont obligés d'emprunter les rares routes, de passer par les mêmes passages étroits que les chars lourds. Et les Allemands le savent. Ils ont transformé chaque haie en forteresse. Chaque carrefour est un piège. Les Sturmgeschütz III, ces canons d'assaut sans tourelle, sont camouflés dans les talus. On ne les voit pas. On ne les entend pas. On ne découvre leur présence que quand ils tirent. Et quand ils tirent, c'est toujours trop tard. Les témoignages des équipages américains racontent la même chose. On avance sur un chemin bordé de haies. On ne voit rien. Le bruit des moteurs
résonne entre les murs de verdure. Soudain, un flash à 50 mètres sur la droite. L'obus traverse le Hellcat de part en part. Le blindage de 13 mm ne résiste pas. L'équipage a le temps de comprendre qu'il a été touché, pas le temps de faire quoi que ce soit. Le général Leslie McNair, l'homme qui a conçu la doctrine des tank destroyers, n'a jamais mis les pieds dans le bocage. Il pense encore que ces chasseurs de chars peuvent manœuvrer. Il croit toujours que la vitesse sauve. Le 25 juillet 1944, il vient pourtant d'arriver sur le front. Il veut voir ses véhicules à l'œuvre. Il s'installe dans une position d'observation près de Saint-Lô, à quelques centaines de mètres des lignes allemandes. Il ne sait pas que les artilleurs allemands l'ont repéré. À 11 heures, une salve d'artillerie allemande s'abat sur sa position. McNair est tué sur le coup. Il est l'un des généraux américains les plus haut gradés à mourir au combat. Son enterrement est discret. L'armée américaine ne veut pas que les Allemands sachent qu'ils ont tué le père des tank destroyers. Pendant des semaines, on fait croire que McNair est simplement blessé. Mais dans les bataillons de chasseurs de chars, l'information circule. L'homme qui leur a promis la victoire par la vitesse vient de mourir dans une embuscade, parce que son véhicule n'était pas assez protégé, parce que la doctrine a failli. Pourtant, paradoxalement, c'est après la mort de McNair que les tank destroyers trouvent leur véritable utilité. Pas du tout de la façon dont ils l'avaient imaginé. Les commandants sur le terrain, fatigués de perdre des Hellcats trop fragiles, prennent une décision que les manuels interdisent. Ils arrêtent d'utiliser leurs chasseurs de chars comme des prédateurs solitaires. Ils les intègrent aux unités de Sherman. Ils en font des soutiens d'infanterie. Ils les utilisent en tir indirect, comme de l'artillerie. C'est une hérésie pour la doctrine initiale, mais ça marche. Les Allemands, eux, commencent à craindre ces drôles de machines. Pas parce qu'elles sont puissantes, mais parce qu'elles sont imprévisibles. Un Panther peut détruire un Hellcat à 1500 mètres, mais il ne peut pas le faire si le Hellcat apparaît soudainement sur son flanc à 400 mètres, et le Hellcat fait toujours ça. Il surgit de nulle part. Il tire 3 obus en 10 secondes. Puis, il disparaît. Les équipages allemands apprennent à détester le bruit du moteur continental des Hellcats, un bruit aigu, presque strident, qui annonce toujours une mauvaise surprise. Certains vétérans de la Panzerlehr racontent qu'ils entendaient ce bruit dans leurs cauchemars, des semaines après avoir quitté le front. 19 septembre 1944. Haraucourt, Lorraine. 6h47. Un brouillard épais recouvre les vallées. On n'y voit pas à 50 mètres. Le commandant du 704e bataillon de chasseurs de chars, le lieutenant-colonel Creed, n'a pas dormi depuis 48 heures. Il sait que les Allemands préparent quelque chose. Les rapports de reconnaissance parlent de mouvements de blindés à l'est. Des Panthers. Beaucoup de Panthers. Ce que Creed ignore, c'est que face à lui se trouve la Panzerbrigade 113. Une unité d'élite, fraîchement arrivée du front de l'Est. Ses équipages sont aguerris. Ses chars sont neufs. Les Panthers Osef G, les meilleurs jamais construits, avec leur blindage frontal de 80 mm incliné à 55 degrés, ce qui donne une épaisseur effective de 140 mm d'acier. Les Hellcats du 704e, eux, n'ont que 25 mm à l'avant. Et leurs canons de 76 mm, à cette distance, ne peuvent pas pénétrer un Panther de face, pas même à bout portant. Creed le sait. Il le sait parfaitement. Alors il prend une décision que ses hommes trouvent d'abord insensée. Il va tendre une embuscade. Mais pas une embuscade classique. Il va laisser les Panthers entrer dans le piège. Il va les laisser s'approcher. Très près. Assez près pour que son canon de 76 mm puisse viser les flancs. À 8h15, le brouillard commence à se lever. Creed entend les moteurs. Des diesels puissants, rugissants. Les Maybach des Panthers. Puis il les voit. Ils sortent de la brume comme des fantômes d'acier. D'abord 1, puis 10, puis 20. 30 Panthers, alignés en formation de marche, qui traversent le champ labouré en direction de la route nationale. Creed compte les véhicules, 32, contre ses 17 Hellcats. La proportion est hallucinante. 2 contre 1, et pourtant, sur le papier, un Panther vaut 3 Hellcats, peut-être 4. Il attend. Il regarde le premier Panther passer devant sa position. À 200 mètres. C'est trop près. Beaucoup trop près. L'équipage allemand pourrait le voir si quelqu'un tournait la tête. Creed retient son souffle. Il laisse passer le second Panther,
puis le troisième. Puis il donne l'ordre, pas par radio, par geste, parce que les Allemands écoutent les fréquences américaines. 3 Hellcats surgissent du bosquet. Pas en même temps, en succession rapide. Ils débouchent à 45 degrés sur le flanc de la colonne allemande. Le premier tire à 150 mètres. L'obus de 76 mm frappe le 4e Panther à la jonction entre la tourelle et le châssis. Le blindage latéral du Panther fait 45 mm. À 150 mètres, le canon américain le traverse comme du beurre. Le Panther explose. Pas un incendie lent, une explosion. Le compartiment moteur, rempli de vapeur d'essence, s'embrase instantanément. La tourelle saute. Creed n'a jamais vu ça. Le second Hellcat tire sur le Panther de tête. Le même endroit. Le même résultat. Le char allemand s'arrête net, englouti par les flammes. En 30 secondes, 6 Panthers sont détruits. Les équipages allemands paniquent. Ils ne savent pas où tirer. Ils tournent leurs tourelles dans toutes les directions. Mais les Hellcats sont déjà repartis, disparus dans le brouillard. La Panzerbrigade 113 est en train de vivre un cauchemar. Elle a traversé la Russie. Elle a écrasé des divisions entières de T-34, mais elle n'a jamais affronté des adversaires qui se déplacent à 80 km/h, qui tirent 3 obus en 10 secondes et qui disparaissent avant qu'on ait pu les viser. Le commandant allemand, le colonel von Bredow, ordonne à ses Panthers de se déployer en ligne. Pour une fois, il prend une bonne décision. Une ligne de Panthers, canon braqué vers l'avant, c'est un mur d'acier infranchissable. Même le canon de 76 mm ne peut rien contre ça, sauf que Creed a anticipé. Il n'a pas envoyé tous ses Hellcats sur le flanc droit. Il en a gardé la moitié en réserve sur le flanc gauche. Pendant que les Panthers pivotent vers la droite pour faire face à la première attaque, les Hellcats du flanc gauche surgissent. Même schéma, même distance, même carnage. Von Bredow perd encore 5 Panthers. En 10 minutes, il a perdu un tiers de sa brigade. Il n'a même pas touché un seul Hellcat. Pourquoi? Parce que les Hellcats sont trop rapides. Les artilleurs allemands, formés à viser des cibles lentes à grande distance, ne parviennent pas à suivre des véhicules qui changent de direction toutes les 3 secondes. Les systèmes de visée allemands, excellents pour le tir statique, sont inadaptés à ce genre de combat. Un témoignage d'un équipage allemand capturé après la bataille raconte « On voyait les Hellcats, on tirait, et on touchait toujours l'endroit où ils étaient une seconde avant. Jamais là où ils étaient vraiment. » Creed, lui, n'a perdu que 2 Hellcats. L'un a été touché par un obus de 75 mm qui a traversé son blindage comme du carton. L'autre a été détruit par une mine. Mais les équipages s'en sont sortis. Parce que le Hellcat, quand il explose, n'emprisonne pas ses hommes. La tourelle ouverte permet d'évacuer en 2 secondes. À la fin de la journée, la Panzerbrigade 113 a perdu 43 Panthers. Le 704e bataillon de chasseurs de chars a perdu 7 Hellcats. Le ratio est de 6 contre 1 en faveur des Américains. C'est une victoire qui va stupéfier les 2 états-majors. Les Allemands n'en reviennent pas. Les Américains non plus. Mais la bataille d'Haracourt n'est pas finie. Le lendemain, von Bredow revient. Cette fois, il a compris. Il n'enverra pas ses Panthers en colonne. Il les déploiera en formation échelonnée, avec des Sturmgeschütz 3 en soutien pour protéger les flancs. Creed, lui, n'a plus de Hellcats en réserve. Il a utilisé toutes ses cartes. Il ne lui reste que ses M10 Wolverine, plus lents, plus vulnérables. Le 20 septembre, l'artillerie allemande commence à pilonner les positions américaines. Creed sait ce que ça signifie. L'assaut va commencer. Cette fois, les Panthers avancent lentement, méthodiquement, par vagues. Chaque char allemand couvre les flancs de son voisin. Les Hellcats tentent la même tactique que la veille. Mais les Allemands les attendent. Dès qu'un Hellcat sort de son couvert, 3 Panthers ouvrent le feu en même temps. Un Hellcat est touché, puis un second, puis un troisième. Creed doit changer de plan. Il ordonne à ses chasseurs de chars de ne plus attaquer, de reculer, d'attirer les Panthers dans un piège. Il les fait replier vers une crête boisée, à 3 km à l'ouest. Là, il a positionné ses M36 Jackson. Les nouveaux chasseurs de chars, armés du canon de 90 mm, capables de percer le blindage frontal d'un Panther à 1000 mètres. Les Panthers de von Bredow, croyant les Américains en déroute, foncent. Ils sortent du couvert. Ils montent la pente. À 500 mètres, les Jackson ouvrent le feu. Un Panther, 2 Panthers, 3 Panthers.
Les obus de 90 mm frappent les blindages frontaux. Cette fois, ça traverse. Von Bredow perd encore 12 Panthers. Il doit ordonner la retraite. En 4 jours de combat, la Panzerbrigade 113 a cessé d'exister. Sur ces 92 Panthers initiaux, 70 ont été détruits ou abandonnés. Les pertes américaines, 14 chasseurs de chars, un ratio de 5 pour 1. C'est la plus grande victoire des tank destroyers de toute la guerre. Et pourtant, personne ne s'en souvient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette bataille a révélé une vérité gênante. La doctrine de McNair, celle du chasseur de chars rapide et léger, a fonctionné à Haraucourt. Mais elle a fonctionné parce que le terrain le permettait, parce que Creed était un commandant exceptionnel, parce que les équipages étaient bien entraînés. Sur d'autres terrains, dans d'autres conditions, la doctrine a échoué, parfois tragiquement. Décembre 1944, Ardennes, la dernière offensive allemande. Les chars allemands avancent dans la neige. Tigre Königstiger, Panthers, Jagdpanther, le fleuron de l'industrie blindée du Reich. Le Führer a promis une attaque qui brisera les lignes américaines, traversera la Meuse et prendra Anvers. Il a rassemblé ses dernières réserves, 200 000 hommes, près de 1000 chars. Face à eux, les Américains sont en infériorité numérique. Ils n'ont pas de blindés capables de percer frontalement les nouveaux monstres allemands. Le canon de 90 mm du M36 Jackson est rare. La plupart des unités n'ont encore que des M10 Wolverine, avec leur canon de 76 mm impuissant face aux glacis inclinés du Panther ou du Tigre II. C'est là que la doctrine des tank destroyers rencontre son test ultime. Et c'est là qu'elle échoue. Pourquoi? Parce que l'hiver ardennais, ce n'est pas le bocage, et ce n'est pas la Lorraine. C'est un paysage de forêts denses, de routes verglacées, de cols étroits. Les chasseurs de chars américains n'y retrouvent ni les champs ouverts qui leur permettaient de manœuvrer, ni les routes de Lorraine où ils pouvaient bondir sur les flancs des colonnes allemandes. Les Hellcats patinent sur la glace. Leurs chenilles, conçues pour la vitesse sur route, n'adhèrent pas au terrain gelé. Leurs moteurs surpuissants les font déraper dans les virages. Les équipages découvrent une vérité cruelle. Un Hellcat qui ne peut pas se déplacer, c'est un cercueil en tôle. Et les Allemands, eux, ont appris de leurs défaites précédentes. Ils ont modifié leur tactique. Les Panzerbrigaden qui attaquent dans les Ardennes ne se déploient plus en longues colonnes vulnérables. Elles avancent en formation serrée, flancs protégés par l'infanterie et les canons d'assaut. Chaque mouvement est couvert par des tirs d'artillerie. Les chasseurs de chars américains n'ont plus l'occasion de surgir des flancs. Les Allemands les attendent. Un commandant de Hellcat témoigne après la bataille. On les voyait venir. On savait où ils allaient repasser. Mais pour les atteindre, on devait traverser un champ ouvert. On sortait du bois, et 3 secondes plus tard, les obus nous tombèrent dessus. On n'a même pas eu le temps de tirer. Le M18, conçu pour la guerre de mouvement sur les grandes plaines d'Europe centrale, se révèle inadapté aux Ardennes. Sa faiblesse de blindage, compensée par la vitesse dans d'autres conditions, devient une condamnation à mort. Sur les routes verglacées, un Panther tire à 1500 mètres et le Hellcat ne peut ni esquiver, ni riposter, ni fuir. Mais ce n'est pas la seule raison de l'échec. Il y a aussi un problème d'effectifs. En décembre 1944, l'armée américaine a dissous plusieurs de ses bataillons de chasseurs de chars. La doctrine de McNair est en train d'être abandonnée. Les tank destroyers, qui devaient être des unités d'élite séparées, sont de plus en plus intégrés aux divisions blindées classiques. Les équipages les mieux entraînés ont été tués ou sont épuisés. Ceux qui les remplacent n'ont pas la même maîtrise. Un vétéran de la 704e, celle d'Haraucourt, raconte « À l'automne, on était des as. On connaissait notre Hellcat par cœur. On savait qu'à 500 mètres, on pouvait détruire n'importe quel Panther en visant le flanc. En décembre, les nouveaux, ils ne savaient même pas régler le frein moteur. » Le 17 décembre 1944, dans la région de Saint-Vite, une colonne de la Panzerlehr Division rencontre un peloton de M18 du 705e bataillon. Les Américains sont en embuscade derrière un talus. C'est une position parfaite. Les Allemands arrivent en colonne, flancs exposés. Le commandant américain donne l'ordre d'ouvrir le feu à 300 mètres. 3 Hellcats tirent, 3 obus. Aucun ne touche. Les artilleurs, mal entraînés, ont mal estimé la distance. Les obus passent au-dessus des Panthers. Les Allemands ripostent en 2 secondes. Les 3 Hellcats sont détruits.
c'est l'histoire de la campagne des Ardennes pour les tank destroyers. Pas de grande victoire, pas de massacre de Panthers comme à Haraucourt, des embuscades ratées, des véhicules qui ne peuvent pas manœuvrer, des équipages inexpérimentés qui paient le prix de l'absence de blindage. Les Allemands, eux, ont compris quelque chose. Ils savent maintenant que les chasseurs de chars américains ne sont dangereux que sur certains terrains, dans certaines conditions. Ils évitent les champs ouverts. Ils restent dans les forêts. Ils avancent la nuit. Et pourtant, malgré tout, les tank destroyers survivent. Parfois même, ils créent des légendes. Le 1er décembre 1944, avant la bataille des Ardennes, un officier américain du nom de Alfred Rose, du 814e bataillon de chasseurs de chars, réalise l'impossible. Depuis son M36 Jackson, il aperçoit un Panther allemand à une distance incroyable. Il estime la distance à 4600 yards, plus de 4,2 km. Pour vous donner une idée, à cette distance, le Panther, avec sa lunette de visée de qualité, pourrait à peine distinguer le Jackson comme un point à l'horizon. Le canon de 75 mm du Panther, à cette distance, n'a aucune chance de toucher quoi que ce soit. Rose, lui, décide de tenter le coup. Il tire 2 obus de réglage. Le premier tombe trop court, le second trop long. Il ajuste sa visée. 3e obus. Le coup part. Le temps de vol est de près de 4 secondes. L'obus frappe le Panther à la jonction entre la tourelle et le châssis. Le blindage latéral de 45 mm est traversé. Le Panther s'embrase. C'est l'un des plus longs tirs directs de l'histoire de la guerre blindée. Personne ne l'aurait cru possible sans les rapports officiels. Mais ils existent. Ils sont signés. Des témoins confirment. Rose, ce jour-là, a prouvé une chose. Un chasseur de chars entre des mains expertes peut faire des miracles. Mais des miracles, ça ne gagne pas une guerre. La bataille des Ardennes se termine par une victoire américaine, mais pas grâce aux tank destroyers, grâce à l'infanterie, à l'artillerie et surtout à l'aviation, quand le ciel s'est enfin dégagé. Les chasseurs de chars ont fait ce qu'ils pouvaient, mais leur temps est compté, car en 1945, l'armée américaine tire les leçons de 3 années de combat. La conclusion est sans appel. La doctrine de McNair est morte. Pourquoi? Parce que la guerre blindée a évolué. Les Allemands ne lancent plus de grandes offensives avec des divisions blindées massées, comme en 1940 ou 1941. Ils sont sur la défensive. Les chasseurs de chars américains, conçus pour contrer le Blitzkrieg, n'ont plus d'ennemis à leur mesure. Les rares offensives allemandes, comme les Ardennes, se déroulent sur des terrains défavorables aux Hellcats. Et quand les Allemands attaquent, ils le font avec des chars de plus en plus lourds, de mieux en mieux protégés, contre lesquels même le canon de 90 mm peine. En mars 1945, le QG américain ordonne la dissolution progressive des bataillons de tank destroyers. Les M18 et M36 sont soit renvoyés aux États-Unis, soit convertis en autres rôles. Certains deviennent des véhicules de reconnaissance, d'autres des transports de troupes. Les chasseurs de chars purs, l'arme conçue pour une seule mission, disparaissent. C'est une fin silencieuse. Pas de grande cérémonie, pas de discours. Les équipages sont simplement réaffectés dans des unités de Sherman. La spécialité qu'ils ont mise des mois à maîtriser n'existe plus. Les chasseurs de chars américains, pourtant, ont laissé une marque durable sur la psyché des équipages allemands. Une marque que les rapports officiels ne mentionnent pas, mais que les lettres des soldats et les mémoires d'après-guerre racontent. Ce n'est pas la puissance de feu qui terrifiait les Panzerkreuz. Ce n'était même pas la vitesse, bien que celle-ci fût déconcertante. C'était l'imprévisibilité. Un officier de la Panzerlehr Division, capturé après la bataille de Saint-Lô, a expliqué à ses interrogateurs « Avec vos Sherman, nous savions à quoi nous attendre. Ils arrivaient en ligne, ils tiraient, ils avançaient. Nous pouvions les compter, les viser, les détruire. Mais vos chasseurs de chars, ils apparaissaient de nulle part. On ne les voyait pas arriver. On les voyait déjà partis. » Cette terreur psychologique était amplifiée par un détail technique que les ingénieurs de Buick n'avaient pas anticipé. Le bruit du moteur Continental R975 des Hellcats. À plein régime, ce moteur produisait une fréquence sonore unique, un hurlement aigu qui tranchait avec le grondement grave des Maybach allemands. Les vétérans allemands racontent que ce bruit portait loin, très loin, annonçant l'arrivée des Hellcats bien avant qu'ils ne soient visibles. Et ce bruit, une fois qu'on l'avait entendu, on ne pouvait plus l'oublier.
Un conducteur de Panther du 2e bataillon, 11e Panzerdivision, écrit dans son journal après la guerre « Dans les Ardennes, j'ai entendu ce hurlement une nuit. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. Mon commandant m'a dit que ce n'était rien, que c'était le vent. Mais je savais que c'était eux. 2 heures plus tard, ils nous sont tombés dessus. » La peur du Hellcat est devenue si répandue dans certaines unités allemandes que l'état-major a dû publier des circulaires pour rassurer ses hommes. On leur disait que le Hellcat était fragile, qu'un seul obus suffisait à le détruire, qu'il suffisait de ne pas paniquer. Mais les mots ne suffisaient pas. Parce que pour ne pas paniquer, il faut avoir le temps de viser. Et face à un Hellcat, on n'a jamais le temps. Le capitaine von Rosen, celui qui avait perdu 7 Panthers à Saint-Lô, a plus tard admis « Je n'avais pas peur des Sherman. Les Sherman, c'était de la chair à canon. Mais les Hellcats, je les redoutais. Parce qu'ils ne se battaient pas comme des gentlemen. Ils se battaient comme des assassins. » Cette peur a eu un impact concret sur les performances des équipages allemands. Des études d'après-guerre sur les taux de précision des artilleurs allemands montrent que face aux Hellcats, leur précision chutait de près de 40% par rapport aux engagements contre les Sherman. Pourquoi? Parce qu'ils précipitaient leurs tirs. Parce qu'ils savaient que si le Hellcat n'était pas détruit dans les 3 premières secondes, il aurait déjà disparu. L'ironie, bien sûr, c'est que le Hellcat était en réalité extrêmement vulnérable. Son blindage ridicule signifiait que n'importe quel obus, même tiré par un canon de 37 mm, pouvait le traverser. Mais les équipages allemands ne le savaient pas toujours. Et dans la guerre, comme dans beaucoup d'autres choses, la perception est souvent plus importante que la réalité. Un exemple frappant vient de la bataille d'Haraucourt elle-même. Le 20 septembre 1944, un Hellcat du 704e bataillon a été touché par un obus de 75 mm tiré par un Panther à moins de 300 mètres. L'obus a traversé le blindage avant du Hellcat, traversé le compartiment de combat et est ressorti par l'arrière. L'équipage, miraculeusement, n'a pas été touché. Le conducteur a accéléré et le Hellcat a continué d'avancer pendant près de 200 mètres avant de s'immobiliser. L'équipage du Panther, voyant le Hellcat continuer d'avancer après avoir été touché, a cru que son obus n'avait pas pénétré. Ils ont paniqué. Ils ont reculé, se sont embourbés et ont abandonné leur Panther. En réalité, leur obus avait traversé le Hellcat de part en part. Mais le Hellcat était si léger, si peu protégé, que l'obus n'avait même pas eu besoin de déclencher une explosion pour traverser. Cette histoire résume le paradoxe du Hellcat. Il survivait non pas parce qu'il était résistant, mais parce qu'il était si fragile que les obus le traversaient sans exploser. Mais la terreur qu'inspiraient les chasseurs de chars n'était pas uniquement due à leur performance au combat. Elle venait aussi de leur nombre. Les Allemands savaient que derrière chaque Hellcat détruit, il y en avait 3 autres en réserve. L'Amérique produisait des chasseurs de chars en masse. 2507 M18, 6406 M10, 2324 M36. Des chiffres que l'industrie allemande, asphyxiée par les bombardements alliés et la pénurie de matières premières, ne pouvait plus égaler. Le Panther, malgré sa supériorité technique, était un véhicule complexe et coûteux à produire. Chaque Panther nécessitait 150 000 heures de travail. Un Hellcat, lui, n'en demandait que 30 000. Pour le prix d'un seul Panther, l'Amérique pouvait construire 5 Hellcats. Et pour le temps nécessaire à l'Allemagne pour former un équipage de Panther, l'Amérique en formait 10. C'est ce que les historiens appellent aujourd'hui la guerre industrielle. Et c'est une guerre que l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Les équipages allemands le savaient. Ils le sentaient. Chaque Panther qu'ils perdaient était une perte irremplaçable. Chaque Hellcat qu'ils détruisaient était remplacé dans la semaine. Cette asymétrie pesait sur leur morale, les rendait hésitants, prudents. Et dans la guerre blindée, l'hésitation tue. Un commandant de Panther capturé en janvier 1945 a dit à ses interrogateurs « Au début de la guerre, nous attaquions, nous foncions. Nous savions que nos chars étaient de meilleurs. En 1944, nous défendions, nous reculions. Parce que même si nous détruisions 10 de vos chars, il en arrivait 20. À quoi bon se battre ?» C'est peut-être là la plus grande victoire des chasseurs de chars américains. Non pas les Panthers qu'ils ont détruits, mais la certitude qu'ils ont instillée dans l'esprit des équipages allemands, celle d'une défaite inévitable. L'historien militaire américain Steven Zaloga, spécialiste de la guerre blindée, résume ainsi l'impact des tank destroyers. Ils n'étaient pas les meilleurs véhicules de la guerre. Ils n'étaient pas les plus puissants,
ni les mieux protégés. Mais ils étaient exactement ce dont l'armée américaine avait besoin, des véhicules suffisamment bons, produits en quantité suffisante pour submerger une industrie allemande qui ne pouvait plus suivre. La vitesse du Hellcat, sa fragilité, son canon parfois insuffisant, tout cela était imparfait. Mais l'imperfection, dans une guerre d'usure, est souvent plus stratégique que la perfection. Les Allemands ont cherché la perfection technique. Ils ont créé des monstres d'acier, des Tigres et des Panthers qui étaient les meilleurs chars de leur temps, sur le papier. Mais sur le terrain, face à des essaims de Hellcats et de Sherman, ces merveilles d'ingénierie se sont révélées trop complexes, trop coûteuses, trop rares. L'Amérique, elle, a choisi la simplicité. Un Hellcat, c'est un moteur, un canon et 4 hommes. Pas de blindage inutile, pas de sophistication inutile, juste ce qu'il faut pour faire le travail. Cette philosophie, c'est celle de la production de masse, celle qui a permis à l'Amérique de construire 300 000 avions, 2,5 millions de camions, 100 000 chars et chasseurs de chars. Des chiffres qui donnent le vertige. Des chiffres que l'Allemagne, malgré toute sa technologie, n'a jamais pu égaler. En 1945, alors que la guerre touche à sa fin, les derniers bataillons de chasseurs de chars sont déployés en Allemagne. Ils traversent le Rhin, pénètrent en territoire ennemi. Les Panthers qu'ils rencontrent sont de moins en moins nombreux. Les équipages sont de plus en plus jeunes, de moins en moins formés. Certains Panthers sont conduits par des garçons de 16 ans qui n'ont jamais tiré un obus de leur vie. Face à eux, les vétérans des Tank Destroyers, ceux d'Haraucourt, ceux de Saint-Lô, ceux de la bataille des Ardennes, sont des machines de guerre rodées. Ils connaissent leur Hellcat mieux que leur propre maison. Ils savent que la vitesse est leur seul atout et ils l'utilisent sans pitié. Le 15 avril 1945, près de Nuremberg, un peloton de M-18 du 704e bataillon rencontre une colonne de Panthers en retraite. Les Allemands ne se battent plus. Ils fuient. Les Hellcats les poursuivent sur 20 km, les détruisant un par un, méthodiquement, sans pitié. À la fin de la journée, 12 Panthers sont en flammes. Pas un seul Hellcat n'a été touché. C'est la dernière grande victoire des Tank Destroyers. Et c'est une victoire amère. Parce que les Panthers qu'ils ont détruits ce jour-là n'étaient plus des adversaires. C'étaient des épaves en sursis, conduites par des enfants terrifiés. La guerre est finie. Bientôt, les Tank Destroyers seront dissous, leurs équipages dispersés, leurs véhicules envoyés à la casse ou vendus à des pays alliés. La France, d'ailleurs, en recevra plusieurs centaines. Certains Hellcats serviront encore pendant des décennies dans des armées plus petites, sur des théâtres secondaires. Mais en ce 15 avril 1945, les vétérans du 704e ne le savent pas encore. Eux, ils regardent les Panthers brûler. Ils écoutent le bruit des munitions qui explosent dans les carcasses. Et ils réalisent, peut-être, qu'ils viennent de vivre la dernière bataille de chars de la guerre en Europe. Après la guerre, l'armée américaine a dissous ses bataillons de chasseurs de chars. La décision fut rapide, presque brutale. En 1946, il ne restait plus aucune unité de Tank Destroyers dans l'inventaire américain. L'expérience avait duré 5 ans. 5 ans pour concevoir une doctrine, l'enseigner, l'équiper, la déployer et finalement l'abandonner. Pourquoi un tel revirement? Parce que la guerre avait changé. Parce que les leçons du front avaient rendu la doctrine de McNair obsolète avant même qu'elle ne soit pleinement appliquée. La première raison est technique. Les chars de combat principaux de l'après-guerre, comme le M26 Pershing américain ou le T-54 soviétique, combinaient ce que les Tank Destroyers avaient de meilleur et ce que les chars lourds avaient de meilleur. Ils étaient rapides, bien armés et suffisamment blindés. La distinction entre chars et chasseurs de chars devenait artificielle. La seconde raison est tactique. La guerre de Corée, puis la guerre froide, ont montré que les batailles de chars massives et concentrées, comme celle de la Seconde Guerre mondiale, étaient devenues rares. Les chasseurs de chars, conçus pour contrer le Blitzkrieg, n'avaient plus d'adversaires à leur mesure. La troisième raison est institutionnelle. Les Tank Destroyers étaient une arme de circonstance, créée en urgence pour répondre à une menace spécifique. Une fois cette menace disparue, l'armée américaine n'avait plus de raison de maintenir une force aussi spécialisée. Les équipages furent réaffectés, les unités dissoutes, les doctrines oubliées. Mais l'histoire des Tank Destroyers ne s'arrête pas là. Parce que leurs leçons ont survécu,
réapparaissant sous d'autres formes, dans d'autres conflits. Prenez la guerre du Kippour, en 1973. Les forces israéliennes, confrontées à des milliers de chars soviétiques, ont improvisé des unités de chasseurs de chars en transformant des vieux M50 et M51 Sherman en chasseurs de chars lourds. La doctrine était la même que celle de Mechner, mobilité, puissance de feu, embuscade. Et ça a marché. Prenez la guerre en Ukraine aujourd'hui. Les drones FPV, ces petits engins volants chargés d'explosifs, sont les chasseurs de chars du XXIe siècle. Ils sont légers, rapides, fragiles, mais ils frappent là où le blindage est faible. Ils ne combattent pas frontalement. Ils surgissent des flancs, ils frappent, ils disparaissent. La doctrine Seek, Strike, Destroy est toujours là. Seule la technologie a changé. Le général Leslie Mechner, mort au combat en Normandie, n'a jamais vu la fin de son expérience. Il n'a jamais su que ces chasseurs de chars avaient réussi à Haraucourt, échoué dans les Ardennes et disparu après la guerre. Mais il avait compris quelque chose de fondamental. Dans la guerre blindée, la vitesse et la puissance de feu peuvent compenser le blindage. Pas toujours, pas partout, mais parfois. Et ces parfois suffisent à gagner des batailles. L'histoire des tank destroyers américains est une histoire de paradoxes. Des véhicules trop fragiles mais terrifiants. Une doctrine brillante sur le papier mais souvent inadaptée sur le terrain. Des victoires éclatantes et des défaites cuisantes. Une arme créée en urgence et dissoute 5 ans plus tard. Pourtant, ceux qui les ont commandés, ceux qui ont tiré avec leurs canons de 76 ou 90 mm, ceux qui ont entendu le hurlement du moteur continental sous le feu ennemi, ceux-là n'ont jamais oublié. Ils savaient que leur Hellcat ou leur Jackson n'était pas le meilleur char de la guerre. Mais ils savaient aussi que, entre leurs mains, ils pouvaient devenir le plus dangereux. Un vétéran du 704e bataillon, interrogé dans les années 1990, a résumé ainsi son expérience. Le Hellcat, c'était une putain de machine. Il ne te protégeait pas, mais il t'emmenait là où tu devais aller. Et quand tu y étais, il te donnait le canon qu'il fallait. Le reste, c'était à toi de jouer. On n'était pas des héros. On était juste plus rapides qu'eux. C'est peut-être là l'héritage le plus durable des tank destroyers. Une leçon simple mais profonde. Dans la guerre, la perfection technique ne gagne pas toujours. Parfois, c'est la vitesse, l'improvisation et le courage des équipages qui font la différence. Parfois, c'est la capacité à s'adapter, à changer de tactique, à oublier les doctrines pour faire ce qui marche sur le terrain. Les Allemands avaient les meilleurs chars. Les Américains avaient les meilleurs chasseurs de chars. Mais au final, ce sont les Américains qui ont gagné. Pas parce que leur véhicule était supérieur, mais parce que leur philosophie était adaptée à la guerre qu'ils devaient mener. Une guerre industrielle, une guerre d'usure, une guerre où la quantité a une qualité qui lui est propre. Le Panther, le Tigre, le Königstiger, ces noms résonnent encore aujourd'hui comme des légendes. Le Hellcat, le Wolverine, le Jackson, ces noms sont moins connus. Pourtant, ce sont eux qui ont fait basculer le rapport de force sur les champs de bataille d'Europe. Silencieusement, rapidement, sans gloire. Ils n'ont pas de statut, pas de film à Hollywood, pas de jeux vidéo qui les célèbrent. Mais leur héritage est partout, dans les chars modernes qui privilégient la mobilité et la puissance de feu, dans les doctrines militaires qui enseignent l'importance de la vitesse et de l'embuscade, dans la mémoire des vétérans allemands qui ont gardé, jusqu'à leurs derniers jours, la peur de ce bruit aigu dans la brume. Nous sommes en 2026, plus de 80 ans après les hurlements des Hellcats dans la forêt de Lunéville. Que reste-t-il des chasseurs de chars américains, des épaves dans des musées, des photos noires et blancs dans des archives, des témoignages de vieux soldats qui disparaissent chaque année un peu plus. Mais ce qui reste surtout, c'est une leçon que les stratèges militaires, les historiens et même les passionnés d'histoire comme vous devraient méditer. Le mythe, c'est que la guerre se gagne avec les meilleures armes. Le Panther était meilleur que le Sherman. Le Tigre était meilleur que le Hellcat. Les Allemands avaient les ingénieurs les plus brillants, les usines les plus avancées, les designs les plus innovants. Et pourtant, ils ont perdu. Pourquoi? Parce que la guerre, contrairement aux légendes, ne se gagne pas à la qualité seule. Elle se gagne à l'intersection de la qualité, de la quantité, de la logistique, de la formation et de la doctrine. Les Américains ont compris ça avant les Allemands. Ils ont compris qu'un Hellcat, même imparfait, entre des mains bien formées et utilisé avec une doctrine adaptée, pouvait détruire un Panther. Pas tout le temps,
pas dans toutes les conditions, mais souvent. Et souvent, c'est assez pour gagner une guerre d'usure. Les Allemands, eux, sont restés prisonniers de leur propre génie technique. Ils ont cru que la perfection sauverait le Reich. Ils ont conçu des chars si complexes, si coûteux, si difficiles à produire et à entretenir, qu'ils n'ont jamais pu en aligner assez. Face aux essaims de Sherman et de Hellcats, leurs Tigres et leurs Panthers, malgré toute leur puissance, étaient condamnés. Aujourd'hui, cette leçon est plus pertinente que jamais. Regardez les guerres modernes. En Ukraine, en Gaza, au Haut-Karabagh. Les armées qui gagnent ne sont pas toujours celles qui ont les armes les plus sophistiquées. Ce sont celles qui savent produire en masse, former rapidement et adapter leurs tactiques plus vite que l'ennemi. Les drones FPV ukrainiens, bricolés à partir de composants civils, détruisent des chars russes valant plusieurs millions de dollars. Les missiles anti-chars Javelin, coûtant 200 000 $ pièce, détruisent des T-90 à 4 millions. C'est la même logique que le Hellcat contre le Panther. La quantité, la mobilité, l'innovation tactique contre la perfection technique. L'histoire des tank destroyers, c'est l'histoire de cette logique. C'est l'histoire d'une armée qui a compris avant tout le monde que la guerre du futur ne se gagnerait pas à l'usure, mais à la vitesse. Pas la vitesse des chars, la vitesse de l'adaptation. Pas la puissance brute, la puissance ciblée. Pas la forteresse, le prédateur. Le lieutenant-colonel Creed, le héros d'Harcourt, n'a jamais écrit de mémoire. Il n'a jamais donné d'interview. Après la guerre, il est retourné à sa vie civile, a travaillé dans une entreprise de construction et est mort en 1987, presque oublié. Mais à Harcourt, en septembre 1944, il a montré au monde ce que des hommes déterminés, avec des machines imparfaites, pouvaient accomplir. 32 Panthers contre 17 Hellcats. 5 contre 1 sur le papier. Et pourtant, les Panthers ont perdu. Parce que Creed a refusé de se battre selon les règles allemandes. Il a refusé le combat frontal. Il a imposé sa vitesse, son terrain, son rythme. Il a transformé la faiblesse du Hellcat en force. C'est ça, la vraie tactique des chasseurs de chars américains. Pas le blindage, pas le canon. La capacité à refuser le combat que l'ennemi veut et à imposer celui que l'on veut. Si vous avez aimé cette plongée au cœur de la guerre blindée, si vous voulez comprendre pourquoi la vitesse a terrassé l'acier, pourquoi l'innovation tactique a vaincu la perfection technique, alors abonnez-vous. Activez la cloche. Chaque semaine, nous décortiquons ensemble les mythes de la Seconde Guerre mondiale pour en révéler les vérités cachées. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre arme secrète américaine. Une arme qui ne tirait pas d'obus, mais qui a fait plus de morts que n'importe quel char. Une arme qui a écrasé l'économie allemande sans jamais mettre un soldat sur le terrain. Les bombardiers. Mais pas ceux que vous croyez. En attendant, souvenez-vous de l'histoire du Hellcat, souvenez-vous de Creed, de von Rosen, d'Harcourt. Souvenez-vous que dans la guerre, comme dans la vie, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. C'est celui qui s'adapte le plus vite. Je vous laisse sur cette image. C'est l'hiver 1944. Un Hellcat traverse une route verglacée dans les Ardennes. Son moteur hurle, ses chenilles patinent. Derrière lui, à l'horizon, une colonne de Panthers brûle. Devant lui, la route vers l'Allemagne. La guerre n'est pas finie, mais le mythe, lui, est déjà mort.